Et si la crise de la quarantaine, on la vivait aussi sexuellement ? La maturité, comme on dit, fait-elle également basculer dans les pratiques sexuelles débridées, des fantasmes enfouis, des envies de nouveaux territoires ? Dans Sexus, le hors-série de l'été de 40, on donne de nouveau la parole à ceux qui ont vécu ces bascules. Sexus, ce sont des histoires qui vont dans un sens, dans l'autre, et plus si affinité. Je trouve ça assez chouette de te dire que la bascule, ce n'est jamais un jour clé où tu te dis « Ah !» Moi, ça a été un point de bascule long et lent. Et petit à petit, j'ai vidé mes larmes. Guillaume, c'est le créateur des podcasts « Ma dernière séance de psy » et « Comment devenir sexuellement épanoui ». Et c'est en faisant une totale introspection à la trentaine de sa vie sexuelle et de ses traumatismes qu'il a réussi à répondre à la question de cet épanouissement tant désiré. Salut Guillaume. Salut. Je suis vraiment contente de t'avoir parce que j'ai entendu parler de toi par une amie qui me dit « J'ai rencontré un gars super, tu vas voir pour Sexus, il va être excellent. » Et elle me dit « C'est Guillaume. » Mais attends, Guillaume, est-ce que ce serait pas celui que j'ai entendu dans ma dernière séance de psychanalyse ? Je dois dire que j'écoute beaucoup de podcasts en baladant mon chien, figure-toi, et que ça peut paraître bizarre, mais j'écoutais ces dernières séances de psychanalyse en baladant le chien. Mais comment t'as fait le lien entre un Guillaume ? Je ne sais pas, j'étais sûre que c'était toi. C'est bizarre. Bah non, en fait, c'est pas bizarre. C'est le karma. C'est le destin. C'est le destin. Depuis, on s'est parlé quand même. Tu as gentiment répondu présent pour ce podcast et j'ai appris que tu faisais 2 autres podcasts, Comment devenir sexuellement épanoui et Histoire de devenir moi. Voilà. Et forcément, Comment devenir sexuellement épanoui m'a quand même encore plus donné envie de t'avoir à ce podcast parce que je me suis dit, bon, clairement, on peut parler de sexe sans aucun problème. Donc, l'idée, c'est un peu parler de la bascule qu'on peut vivre à un moment dans sa vie sexuelle. Si j'ai bien compris, toi, tu as eu plusieurs bascules et je pense que ce serait pas mal qu'on commence par peut-être la première, c'est-à-dire nous raconter finalement quelque part ton éducation sexuelle et comment t'es arrivé à la défier. Avec grand plaisir. Moi, je dirais que pendant les 35 premières années de ma vie, j'étais sexuellement bloqué. Je suis donc un homme gay. Précision assez importante puisque je grandis à Versailles avec une famille pas si conservatrice que ça, qui est à Versailles parce que mon père y travaille, mais quand même je suis dans un lycée et dans un environnement assez homophobe, plus ou moins activement homophobe, et ça j'ai internalisé ça très très fort. Et j'ai aussi découvert au fur et à mesure, mais ça c'est longtemps après que j'ai compris, qu'il y avait une homophobie passive. C'est-à-dire, moi dans ma famille, je crois que je n'ai jamais entendu une insulte homophobe. Je trouve que ma famille est aimante, vraiment autant que faire se peut, hein, c'est des petits êtres humains. Mais il y avait un silence, on ne parlait pas de sexualité, mais on ne parlait pas d'homosexualité. C'est vraiment une omerta, avec... Autre élément très important, une absence aussi de référence. Moi, la seule référence dont je me souviens, c'est dans une série télé, Le miel et les abeilles. Oula, ah oui. C'était Gérard, le prof de sport, qui était un stéréotype, une caricature d'un mec stupide. Et puis, c'était vraiment... c'était péjoratif. Il était aussi extrêmement efféminé. Effectivement, ouais, je me souviens très bien. À part ça, dans mon entourage, pas d'amis, mes parents n'avaient pas d'amis gays, ou dans ma famille, il n'y avait rien, sauf ce fameux grand-oncle, le frère de mon grand-père, qui est mort quand j'avais 3 ans, non, mais dont on va reparler après, mais qui n'existait pas. C'est-à-dire, il était célébré pour tout un tas de trucs, les gens l'aimaient, mais on ne m'a jamais parlé. On m'a dit, ah oui, tu es homosexuel comme René, c'est son prénom, mais on m'en avait jamais parlé sinon. Toi, t'as fait ton coming out dans la famille à quel moment ? 18, 19, j'ai un peu, mes souvenirs sont brouillardeux. Et à ce moment-là, c'est juste après une grosse dépression, un passage en hôpital psychiatrique. En gros, je suis écrasé par des crises d'angoisse dans des examens.
inexplicable. Mon cœur se met à battre, impossible de respirer, je dois sortir de la salle. Et en fait, je dois quitter l'école parce que je dis à mes parents, c'est plus possible. Et donc, dans la foulée, tu dis que tu es homosexuel? Dans la foulée, oui. En fait, oui. Et à l'époque, parce que tu as commencé le podcast en disant jusqu'à 35 ans, j'étais dans une sexualité bloquée. Ouais. C'est quoi sexuellement ce qui t'arrive à ce moment-là? Enfin, dès que tu découvres que tu es homosexuel, est-ce que tu as des rapports? Est-ce que comment ça se passe? Tu peux nous raconter un peu? Moi, je me masturbe beaucoup. La sexualité, elle est uniquement dans l'intime, dans le avec moi et dans le caché. Je me masturbe en me sentant coupable. Parce que du coup, t'es écrasé entre il ne faut pas, je ne dois pas. Et ça, c'est je me sens ultra seul, personne ne me ressemble dans l'entourage. C'est un problème, c'est une maladie. Quelque part, le fait que jusque dans les années 90, c'est considéré comme une maladie, tu vois, par l'OMS. C'est marrant parce que moi, j'ai pas grandi avec des gens autour de moi qui m'ont dit l'OMS dit que, mais ça s'imprègne en toi. Mais oui, je vois et t'as plein de petits signaux qui sont même pas forcément dits. Hein. Tout ça, c'est beaucoup de non-dits. Tu vois, dans mon collège-lycée catho privé, je crois, les profs disaient pas l'homosexualité est une aberration. Non, c'était pas une homophobie directe, mais je peux te dire que j'ai compris. C'était pas possible. Donc, il ne faut pas, je ne dois pas, et je désire. Et ça clash, ça tape et tout, et ça fait une merde monstre. Ça te détruit à l'intérieur parce que tu te détestes et du coup, tu t'y jouis, quoi. Tu vois, tu tripotes, tu te touches, mais tu te sens sale et à la fois tu continues à le faire. Enfin, t'es tiré, t'es explosé. Et la dépression, pour moi, est aussi beaucoup venue de ça. Tout ça écrasé par le silence. On n'en parlait pas et les seuls mots qui sortaient, c'était tapette, pédé, avec vraiment ce réflexe tribal où en fait ma valeur sociale à l'école s'effondrait à mesure que j'étais trop féminin ou soupçonné homosexuel. Donc là est venue la bataille pour regagner une valeur sociale, effacer, écraser cette part de moi qui me faisait mourir socialement, quoi. En fait, le coming out ne change rien pour moi. Oui, c'est ça. Là, normalement, je sais pas, les portes s'ouvrent, il y a des petits oiseaux qui font cuit-cuit. Je sais pas, je m'attendais. Et en fait, ça ne fait rien. C'est le début d'un long chemin où, en fait, un chemin sexuellement bloqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire hypocondrie. Donc, j'ai un flip des infections sexuellement transmissibles qui est irrationnel et qui fait que je ne peux pas toucher une autre personne, un autre homme. Et c'est intéressant, c'est que mon cheminement et mes blocages de sexualité, donc tu as toujours cet écrasement entre je désire, donc là je parle de moi plus adulte, hein, je désire et à la fois si j'ai un rapport sexuel, après j'angoisse. Bien sûr, je mettais des préservatifs. En tout cas, oui, si tu étais hypochondriaque, ça aurait été quand même dommage d'aller au danger, quoi, au risque. Ouais, j'étais informé. Je travaillais même pour Médecins sans frontières à l'époque, tu vois, sur la question du VIH. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est que... Et puis après, je suis devenu activiste pour les droits LGBT. Pendant tout ce parcours professionnel, en moi, cette homophobie internalisée était tellement puissante que je me disais, j'ai mis un préservatif, mais à un moment donné, je l'ai sucé, ou bien j'ai touché le bout de son gland, puis je me suis frotté l'œil, non, là, à ce moment-là, merde et tout. Donc, hop, tu te refais l'histoire. Et ce que je trouve aujourd'hui, c'est super triste, hein. J'étais vraiment dans un désarroi énorme. Mais aujourd'hui, je trouve ça passionnant comment mon cerveau ne fonctionnait pas, quoi. C'est-à-dire, j'étais professionnel de ces sujets-là. Et au moment de l'angoisse, je n'arrivais pas à me rappeler du b.a.-ba, de comment se transmet une infection sexuellement transmissible. À part le VIH, les autres sont traitables. En termes de santé sexuelle, l'angoisse ne connaît plus de rationnel. Et puis alors, c'est pas que la santé, c'est aussi le rapport sain que tu peux avoir avec le sexe ou pas. C'est-à-dire que ça devenait presque... le sexe lui-même était maladif pour toi. Ouais. C'est sûr qu'il y a ce rapport d'être sale et d'être malade. C'est sûr que ça, c'était profondément ancré. En parallèle, à 19 ans, je commence une psychanalyse. Je me rescolarise et la clinique psychiatrique recommande à
ma mère, un professionnel où je sais pas ce que c'est comme type de thérapie. En fait, je me lance dans une psychanalyse. Au début en face à face, puis après allongé, tu sais, très à la freudienne Lacan, allongé sur le divan, quoi. Et donc, je commence à mettre des mots. Et là, je pense que tu me demandais des points de bascule. Je trouve ça assez chouette de te dire que la bascule, contrairement aux films que je regarde, ce n'est jamais un jour clé où tu te dis « Ah !» Je trouve ça vachement important. Moi, ça a été un point de bascule long et lent. Et je pense que la première étape, ça a été chacune de ces séances avec ce thérapeute qui a vraiment été une rencontre. Et petit à petit, j'ai vidé mes larmes. J'ai été écouté et je me suis écouté. Et ça a mis beaucoup de temps à sortir des mots. C'est bizarre parce que ce qu'il a fallu, c'est la répétition. De dire et de redire dans un espace que je m'octroie, dans un moment pour moi. Et en fait, ça m'a permis alors de dire publiquement. Et moi, j'ai décidé de le dire en podcast. Alors ça, je trouve ça assez marrant. Parce qu'il y a vraiment un moment de... Je dis dans mon intime pendant tout un temps, moi avec moi-même, un peu avec mes amis, mais peu, tu vois. Au bout des 10 ans de psychanalyse, je décide de faire un podcast. Et ce que je trouve rigolo, c'est que ce qui s'est passé dans mon chemin de libération sexuelle, c'est que j'ai libéré d'abord la parole sur le divan, dans mon intime, avec moi-même, en fait, dans une conversation avec moi-même, dans une reconnexion à moi-même, parce que t'avais le Guillaume enfant qui a été tabassé, quoi. Donc, physiquement, on me voyait pas meurtri, mais à l'intérieur, c'était le bordel. Et se reconnecter à ça, puis se reconnecter à l'adulte qui était là. Bon, mais moi, t'es gentil, mais moi, j'ai envie de jouir. J'ai des gens à rencontrer, j'ai une vie à vivre, quoi. Donc, est-ce que tu peux te pousser, toi, et tes névroses et tes traumas? Donc, dire et réparer dans mon intime, moi, avec moi-même. Puis après, j'ai fait un mouvement en podcast, faire un nouveau coming out public, prendre un espace public. Moi, ça fait partie de mon chemin, c'était important, qui a accompagné, en fait, un coming out, un troisième intime et familial. Donc, dans un troisième temps, je suis revenu dans la sphère intime, hors du micro. Comme si tu en avais fait 2, finalement, de coming out. Un qu'on n'a pas entendu et que tu n'avais peut-être pas entendu toi-même. Et un où tu as trouvé un autre Guillaume qui, lui, devait se faire entendre et voir. Bah, c'est le concept du coming out. Je pense que le premier est peut-être aussi très puissant, mais je continue à me découvrir et à me dire, en fait. Et l'idée du coming out, pour moi, c'est la puissance du mot qui stoppe les mots MAUX, quoi. Et qui dit, voilà qui je suis. Et après, aux autres, en fait, tu n'as de cesse de faire des coming out. Parce que je suis homosexuel. Après, parce que j'ai pas envie d'avoir des enfants. Parce que je suis en couple ouvert. Et est-ce que j'ai besoin de dire ça à ma famille? Comment et pourquoi? Et au bout d'un moment, les plaies... Ma dernière séance de psychanalyse, c'est le nom de mon podcast, et c'est un peu ça qui m'a travaillé longtemps. C'était un moment où je me suis dit, bon, moi, c'est bon, j'ai pleuré, j'ai dit, ça cicatrise. Et pour la suite, j'ai besoin de prendre un espace, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin d'explorer hors du divan. Donc, mon premier podcast, c'est ma dernière séance de psychanalyse, et c'est... oh là là, c'est quoi ces 10 ans de psychanalyse? J'en ai jamais parlé à personne. Autour de moi, j'ai pas de gens qui, de mon âge, ont fait ça, mais même pas de mon âge. Enfin, je connais personne avec qui en parler. Et je me dis, mais les autres, ils font comment pour vivre cette dernière séance, pour dire, c'est maintenant, c'est fini, et pour après ne plus voir cette personne que tu as vue parfois 2 fois par semaine pendant plusieurs années. Bon, et puis moi, en plus, ce que je raconte sur le podcast, dans le premier épisode, moi, mon analyste, quand je lui ai dit, c'est terminé, il m'a dit non. Et j'étais là, tu m'emmerdes. Donc, je suis parti aussi, j'ai décidé de partir, et j'avais un peu envie de challenger cette décision, puis de l'ancrer dans le témoignage des autres. Au final, petit épisode après épisode, ce que j'ai découvert, c'est que moi, j'avais des choses à dire. En donnant la parole aux autres, c'était aussi prétexte pour moi me raconter. Mais j'avais un peu honte. J'étais là, c'est un peu égocentré. Toujours la culpabilité, toujours la honte. Parce que moi, je viens d'une famille où le silence a une place très particulière. Mon système familial ne valide pas les gens qui se la pètent. Et j'apprécie beaucoup ça.
Et moi, je me disais, je vais à l'encontre de ça, je me mets en scène, c'est pas bien. Et il faut pas dire l'intime. C'est peut-être moins une question de se la péter, que j'avais vraiment l'impression d'aller à l'encontre d'une norme sociale et familiale de ne pas dire l'intime. Et c'est pour ça qu'en fait, ce podcast sur la psychanalyse fait partie de mon chemin de libération sexuelle et de mon autre podcast de sexualité, c'est que j'ai d'abord appris à faire dire l'intime, et à trouver ça absolument génial, à avoir des gens qui me disent « mais ce podcast, il transforme ma vie, je me suis retrouvé » ou au contraire, je suis pas du tout d'accord. Et deuxièmement, ce podcast, il m'a appris à moi prendre un espace et à moi me raconter, à trouver le juste milieu, parce que j'ai reçu plein de messages qui disent « arrête d'interrompre les gens, tu parles trop ». Donc c'est venu me chercher, tu vois, aux bons endroits. C'était une super école. Et ma famille l'a écouté. Et le monde ne s'effondrait pas. Et eux ne partaient pas. Et j'ai des souvenirs vraiment de voir sur l'application de podcast de maman qu'elle avait lu les trucs, ou que mon père me disait j'ai bien aimé cet épisode et tout. Et ça, je me suis dit ok, j'ai le droit. Finalement, la norme, on avait le droit de sortir un peu de cette norme. Mais et dans ce podcast, j'ai parlé d'homophobie pour la première fois. Ce que je n'avais jamais dit à ma famille, à mes parents. J'ai dit, moi, j'ai vécu de l'homophobie. C'est fou comme on cache le harcèlement qu'on a vécu. Et petit, et on met très, très longtemps à avouer ce genre de choses, comme si, effectivement, c'était mal, alors que c'est nous qui avons été la victime. Je dis ça parce que ça m'est arrivé aussi, mais c'est pas le problème. Sexuellement, pendant ces 10 ans de thérapie, comment tu vis cette sexualité ? Est-ce que petit à petit, également, vu que les mots sont sortis, le reste a le droit de sortir ? Que dalle. La libération sexuelle, c'est depuis 1 an, une grosse année. Là, il y a une vraie bascule depuis que tu as 36 ans. Ouais. Avant, en fait, je mets des mots, je m'investis, je m'investis même dans mon métier. Voilà, tu le disais tout à l'heure. J'étais activiste sur les droits lesbiens, bi, gays et trans dans le monde. Je mets des mots. Mais tu couches pas. Alors, je couchotte. En fait, donc je continue à me masturber. La masturbation, c'est vraiment un moment pour m'échapper. C'était un moment où je voulais me déconnecter et je me sentais toujours coupable et puis frustré. Et toujours seul. Masturbation solitaire. Je couche un peu avec des gens, avec toujours des crises d'angoisse après. Donc j'essaie de naviguer, de dire ma nouvelle règle, c'est que je suce pas. Je fais pas de fellation. Parce que du coup... moi, je décide de pas faire de fellation avec préservatif. Okay. Du coup, les risques que tu cours lorsque tu as un rapport sexuel en te protégeant avec un préservatif avec un autre homme, c'est du coup sur les échanges de fluides des autres muqueuses, quoi. Je me dis, on fait rien de tout ça. Mais malgré ça, ça reste compliqué, tu vois. Je rentre chez moi et je me sens pas bien. Et puis aussi, dans ma façon d'interagir avec les hommes, je pose plein de questions. Enfin, tu sais, je suis dans le contrôle, je suis vachement anxieux, donc je suis pas sûr que ça attire beaucoup de personnes. Tu vois, parce que du coup, t'es là, ils ont l'impression de passer un questionnaire de santé sexuelle pour essayer de me rassurer. Donc, cette violence sociale et verbale que t'as vécue plus jeune devient une violence par rapport à toi-même, parce que tu te fais du mal à pas avoir des moments intimes avec quelqu'un d'autre. En fait, moi, j'entends beaucoup de violence avec toi-même. Énormément. L'autre prix que tu payes, c'est que ça avale beaucoup de ton énergie de vie. Ça noircit, ça impacte, ça empoisonne tout le reste. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de mon hyper-performance, où du coup, moi, je lance plein de projets, je m'épuise, je fais, était vraiment une compensation. Et ça, c'est théorisé par un bouquin qui s'appelle The Velvet Rage, qui n'est pas traduit en français, qui est questionnable à plein d'endroits, ce livre, mais qui est écrit par un Américain qui regarde la société américaine et qui parle de cette compensation qu'une personne homosexuelle, en tout cas lui, il parle d'homme principalement, du coup, moi, je devais briller, je devais avoir ma place dans la tribu en étant excellent. Parce que sinon, ma valeur sociale dans ma famille, que ça soit vrai ou pas, moi, mon cerveau, il disait, on est en risque de crever. Donc, en fait, tu vas cartonner à côté. Donc, tu payes cette violence-là, tu la payes à plein d'endroits. Et tu la payes aussi dans tes rapports humains. Parce que pas d'amour, du coup, pas de sexe, pas d'amour.
J'ai beaucoup de mal à savoir ce que je veux dire de ça, parce que si mes ex m'écoutent, je trouverais ça dur de dire oui, pas d'amour. Mais moi, en tout cas, j'ai eu 2 relations que j'ai même présentées à ma famille et qui ont été très bien accueillies. Mais j'étais pas moi sexuellement, et je pense quand même qu'on se choisit par rapport à nos blocages. Je le sais parce qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de très libéré sexuellement, et je vois vraiment que c'est une grosse différence. C'est que là, j'ai choisi des gens qui n'allaient pas me défier à cet endroit-là, tu vois. Parce que j'en étais pas capable, j'étais pas capable qu'on ait des conversations, on pouvait pas communiquer dessus, puis fallait pas qu'on fasse trop, donc j'allais pas chercher des gens qui avaient une forte libido. Après, j'ai eu vraiment des moments d'amour et c'est vraiment des très belles personnes, mais ils étaient à la hauteur de moi, ce que j'étais capable d'offrir, tu vois. J'ai quand même envie de dire, j'ai été longtemps dans une relation avec quelqu'un qui ne pouvait pas faire son coming out, qui ne voulait pas faire son coming out, et qui lui-même vivait dans le blocage. Et je pense que c'est pas par hasard. Alors, on s'est rencontrés, moi je suis tombé amoureux, c'est une personne magnifique qui était à cet endroit-là de son chemin, il n'y a pas de problème pour moi. En revanche, rester connecté 6 ans, 3 ans avec lui, 3 ans sans lui, mais quand même investi émotionnellement dans cette relation, pour moi, ça c'est ma responsabilité de petite personne bloquée qui du coup venait rejouer un truc, j'en suis sûr. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui est à un endroit de son chemin qui, moi, me fait du mal, je lui dis, écoute, mon petit chat, fais ton chemin, c'est cool, il y a pas, mais moi, j'ai besoin d'ouvrir la fenêtre pour respirer, tu as besoin qu'elle reste fermée, je vais sortir pour moi aller ouvrir la fenêtre ailleurs, quoi. Et ça, je l'ai pas fait. Et ça, je pense que c'est aussi le prix que tu payes en amour et en sexe. Il y a 1 an, donc, tu as fait ta bascule. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après le podcast Psychanalyse, je lance le podcast Comment devenir sexuellement épanoui, où là, je fais le même prétexte, mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment, hein. Je tends le micro à des gens, à des hommes gays, queer, et je leur dis, mais toi, tu fais comment en fait ? C'est quoi ton cheminement ? Et j'ose dire, bon, moi je suis coincé, je me sens seul, j'ai pas d'espace où je peux parler de sexualité gay, ou un espace où moi, il y a du contenu qui correspond à ma réalité. Donc moi, je vais voir les gens en parlant, en prenant ma vulnérabilité et en disant, voilà moi, c'est ça, et toi ? Et en fait, épisode après épisode, pareil, petit à petit, je me dévoile un peu plus, et puis surtout, les témoignages me nourrissent énormément. Je me rends compte qu'on est tous super différents, et à la fois c'est très universel, que il y a une sorte de communauté qui se crée, tu vois, vraiment, c'est trop beau. Il y a une diversité fine et belle, humaine, tu vois, que je rencontre pas sur les réseaux de rencontres gays. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on a pris le pire des normes hétéros, et hop, on t'a mis ça, on te l'a saupoudré de capitalisme, et tchouk. Donc du coup, tu te tapes est-ce que tu actif ou passif, est-ce que tu pénètres ou t'es pénétré, et t'es là... Et en gros, le prisme, c'est ça. C'est vraiment très violent et assez particulier. Moi, j'aime beaucoup ces réseaux de rencontres et j'aime beaucoup la pénétration. Et aujourd'hui, je les utilise à ma guise et j'aime beaucoup ça et je trouve ça très chouette. En tout cas, c'était pas non plus un endroit où je pouvais parler. Donc, je lance ce podcast. Petit à petit, les témoignages m'aident. Et pareil, donc là, pour le coup, ma famille l'écoute pas. Sauf, je me souviens d'envoyer le premier épisode à mon frère, un épisode où moi je me dévoile et tout, et mon frère, pardon, qui est hétéro et qui est père de famille, 3 enfants, qui reproduit parfaitement le modèle familial et qui est heureux là-dedans, et tant mieux pour lui, hein. Il y a pas de sous-entendu Évidemment. négatif, mais du coup, il faudrait que je lui en reparle. Mais il m'a dit ouais, super. Je sais pas trop si j'écouterai les autres épisodes, je me sens pas tout à fait la cible et tout, mais vas-y, super. Enfin, il était trop chaud et je pense qu'il a joué un rôle clé dans moi oser avoir un discours public sur tout ça, tu vois. Donc, comment devenir sexuellement épanoui ? Là, je mets des mots sur mes blocages sexuels, sur ma peine sexuelle. Et je crois que j'étais aussi à un moment où j'étais là, moi les gars, je vais avoir 40 ans. Moi, quand je regardais les gens qui allaient avoir 40 ans, c'était les adultes, quoi. Et ils savaient des trucs, c'est eux qui conduisaient la voiture du monde et des vacances. Et du coup, maintenant, c'est moi. Et je suis là, mais ça marche pas, hein. Moi, j'y arrive pas. Et le point de bascule, c'est la suite de ces témoignages. Et à un moment donné,
je recontacte cet ex. Et j'étais là, ah mais non, Guillaume. Ça suffit. Ah non, mais... Et là, il y a eu un deuil. Il y a eu un non. En fait, non. À peu près au même moment, je suis en train de marcher dans la montagne et ne me demande pas pourquoi maintenant, je me dis, tiens, c'est marrant. René, donc dont j'ai parlé dans... J'allais te demander, je sentais qu'il arrivait ce René. dont j'ai parlé précédemment. Je suis en train de marcher avec mon oncle et je lui dis, mais c'est marrant du coup, ce René, ce premier gay de la famille. Je n'ai jamais posé de questions, je ne sais rien de lui. On me ramène souvent à lui parce que tu es gay comme René. Et je lui demande... tu sais m'en dire un peu plus, t'étais proche de lui. Alors il faut savoir que moi, ma famille est parisienne et il s'avère qu'ils ont tous, à peu près, vécu, toutes les familles, dans le même immeuble parisien, depuis les années 30, une famille, un étage. Sauf la mienne. Ok. Sauf la mienne. Toi, ta famille n'était pas dans cet immeuble. Non, nous on était à Versailles. Ah bah oui. Et une autre famille. René habitait d'abord au 5e puis au 3e. C'est pas la personne un peu lointaine, tu la vois pas. Non, c'est la famille, quoi, oui. Et il me raconte 2-3 trucs. Alors, l'histoire familiale sur René, c'est un mec brillant. C'est intéressant. Alors, il avait un petit métier. Ah, zut. Il était traducteur. Non, mais je suis en train de tirer un portrait vraiment très négatif de ma famille que j'aime. Et tout ce que je vais raconter, c'est justement parce que moi, j'ai envie, tu vois, de faire famille avec eux. Mais c'est vrai que quand même, c'est l'élite blanche française, des gens brillantissimes, des femmes et des hommes, beaucoup de femmes. Et tu as toutes les grandes écoles et vraiment des gens qui, intellectuellement, moi, je les adore. Ils sont dans un soin, dans une intelligence et dans un carriérisme heureux. Okay. J'ai quand même l'impression que c'est des gens qui ont énormément bossé, mais avec du cœur, quoi. D'accord. Et donc, c'est vrai que quand ils regardent le parcours de René, ils sont là, traducteur, bof, par rapport à leur prisme, tu vois. D'accord. Mais, on rattrape le bonhomme car tout le monde l'aimait, lit énormément, parle 6 langues, fait du piano, érudit. Ok. Et je lui dis, ah, cool, ça j'ai déjà entendu, il avait quelqu'un, tu savais s'il avait quelqu'un? Et en fait, c'est une bombe, cette question. Mais moi, je me rends pas compte. Et mon oncle de me dire, bah oui, bien sûr, Michou Bidou. Et en fait, la bombe pour moi, bon déjà, c'est genre, mais pourquoi n'ai-je jamais posé cette question? Pourquoi maintenant? Enfin, il y a tout un tas de trucs qui se passent dans ma tête. Et moi, ce qui explose dans ma tête, c'est le Michou Bidou, c'est le surnom. Parce qu'en fait, ce que ça dit, ce surnom, c'est qu'il y a un intime très puissant. Et l'autre explosion d'après, c'est que, en gros, mon oncle me dit, j'ai aucun souvenir. Je dis, attends, je comprends pas. Et il me dit, ah ben non, je ne lui ai jamais parlé. Ah, donc on l'appelait Michou Bidou, mais personne ne le connaissait. Ouais. Certaines personnes l'appelaient Michou Bidou. Apparemment, peut-être René l'appelait Michou Bidou, hein. Moi, je suis, attends, c'est bizarre. Donc du coup, tu vivais dans le même immeuble. Il habitait avec vous? Non. Il habitait dans l'immeuble? Non. Ok. Mais tu l'as croisé? Oui. Et même dans des fêtes de famille. Mais tu lui as parlé? Non, jamais. Et en fait, là commence une enquête que je mène encore aujourd'hui et qui porte ses fruits aujourd'hui et que j'ai menée pendant 1 an, où en fait, j'essaye de comprendre qui est René, quelle homosexualité il a vécu, quelle est cette famille et son rapport à l'homosexualité, et pourquoi ça compte tant pour moi pendant 1 an. De sortir et de découvrir tout un tas de secrets. Donc, sortir ma famille du tabou, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on n'en a jamais parlé, qu'il existe une homophobie passive dans la famille. Donc, je te rappelle, deux amoureux qui ont rencontré ma famille, qui ont été extrêmement bien accueillis. Jamais d'insultes homophobes ou de propos directement homophobes à table, tu vois, ou dans nos grandes messes familiales. Et vraiment, moi, j'ai aucun doute sur l'amour que mes oncles, tantes et que cette tribu me donnent, tu vois. Et je crois même que j'ai beaucoup de crédit parce que moi, j'aime vraiment ces gens et du coup, ça se sent, je pense. Et du coup, j'ai vraiment envie de passer du temps avec eux, en tout cas certains d'entre eux, et ça se vit, quoi. Donc, tu vois, il n'y a pas de soupçon. Et pour autant, et c'était vraiment ça, toute cette année, j'ai pris mon micro, j'ai enfilé mon masque de podcasteur parce qu'en fait, Guillaume, il n'était pas capable de lever le silence. Ouais, t'as vu, quand on tend le micro, c'est comme si on n'était plus nous, quoi, quelque part. Ah ouais. C'est fou, hein. Donc j'ai mis le masque
Et le micro agissant comme un bouclier, je me suis mis à poser des questions à tout le monde en disant « Ah ben, je fais une enquête sur René. Enfin, j'ai vraiment envie de comprendre du coup qui il est, parce que du coup, j'entends un peu de tout. Je suis un peu perdu. Et en fait, petit à petit, je fais entendre cette homophobie passive, le silence familial. Et petit à petit, je comprends comment, moi, ça m'a impacté extrêmement. Comment, en fait, ce silence familial, moi, tout ce que je viens de raconter avant, ça a joué un rôle clé. L'absence de référence, j'en ai parlé aussi. Comment, pour moi, être un homme sexuellement épanoui, être une personne épanouie et sexuellement épanouie, il va me falloir prendre une nouvelle place dans cette famille. Pour prendre une place, faut mettre des mots. Et puis, il faut leur dire « Ah, excusez-moi, mais moi, la place que j'ai aujourd'hui, elle me va pas, quoi. » Waouh. Génial. Ça veut dire qu'on va pouvoir bientôt l'entendre ou cette histoire pendant 1 an? Ben, j'y travaille. Ok. Ce sera un nouveau podcast ou ce sera... Je le mettrai dans Histoire de devenir moi. Oui, je me doutais. Ouais. Parce que j'avais pas compris pourquoi j'avais créé ce podcast avec ce titre-là. Bah là... Ah non, je trouve ça vraiment cool. Il y a des gens trop chouettes. J'ai envie de les entendre et tout. Et en fait, je comprends mieux que ça préparait à accueillir ça, tu vois. Et en fait... Là, début octobre, je viens de publier un épisode sur comment devenir sexuellement épanoui d'un jeune homme algérien qui a mon âge, qui s'appelle Ayman, et qui me raconte son chemin de sexualité, d'acceptation en Algérie, qui est absolument terrible et difficile, et qui me dit, en fait, Guillaume, j'ai compris que je devais choisir entre ma vie ou ma famille. Et pour devenir moi, j'ai dû renoncer à ma famille. Faut couper le cordon. Et quand il m'a dit ça, moi, c'est vraiment un témoignage qui m'a bouleversé. Puis en plus, Ayman, il parle avec une puissance. Je me suis dit, c'est pour ça que depuis 1 an, je fais chier tout le monde avec mes questions. C'est qu'en fait, moi, j'ai pas envie de renoncer à ma famille que j'aime. Et là, je dois bouger des murs tout seul. Il en faut du courage, hein. En vrai et tout, je trouve qu'on idéalise en mode « Ah ouais, il est trop fort et tout ». Non, franchement, moi, non, j'ai zéro courage. Je suis plutôt d'ailleurs un mec qui aime le confort. Mais c'était ça où j'allais mourir. Ouais, je comprends. Ou c'était ça où un Guillaume allait mourir, en fait. Le Guillaume qui a envie de passer Noël avec eux et qui a envie de leur dire un peu plus que « Oui, ça va, je fais qu'en ce moment des podcasts. » Ok, super, tu me passes le sel. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que je n'ai compris le chemin qu'après l'avoir parcouru. Ça aussi, c'est un autre truc où j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire et tout, parce que c'est extrêmement puissant, la violence d'un silence familial. C'est passionnant. C'est très dur et c'est passionnant. Notamment parce qu'il s'est passé 2 choses. Donc, je vais pas pouvoir tout te raconter, mais je peux te raconter 2 moments clés qui ont été des points de bascule de mon épanouissement. Le premier, c'est entendre l'homophobie, donc des mots très violents. De la part de ta famille. De la part de ma famille. D'accord. Mais eux ne se rendent pas compte. Oui. Ils prennent pas ça pour de l'homophobie, mais bon, c'est... Non. Oui. Parce qu'en fait, ça vient pas ça vient juste d'un prisme, ça vient d'un chemin de vie qui fait que, non, être hétéro, c'est pas comme être homo. Une façon de penser, quoi. Façon de penser, voilà. Et bon, après, il y a quand même des gens qui m'ont sorti des énormités du genre l'homosexualité est une anormalité, cadeau, quoi. Et la première chose qui s'est passée, c'est que moi, j'ai pu, dans des entretiens enregistrés, avec leur consentement et tout, moi, j'ai pu avoir cette parole où je n'étais plus seul et pouvoir, avec le système familial, dire il se dit ça et moi, c'est pas possible. Moi, je l'ai pas fait pour le moment, ces entretiens, je les ai pas partagés, mais j'ai pu, puisque c'est dit à un micro, est-ce que tu es d'accord que j'en parle à mes cousins, cousines? Et donc, les gens étaient d'accord, ils avaient participé à un micro. Donc, j'ai pu en parler et j'ai pu ne plus être seul à dire mais c'est pas possible, en fait. Et deuxièmement, les oncles, les tantes, c'est vraiment plus les générations plus anciennes avec qui, en fait, il a fallu... puisque c'est eux qui ont connu René, et puis c'est eux qui, aujourd'hui, quand même, détiennent les clés de nos normes familiales, qui sont donc des normes hétéros et passivement homophobes. Et donc, moi, je me rappelle de mon oncle, une fois qu'il avait dit l'homosexualité est une anormalité, à la fin, il m'a dit ça va comment, toi ? Enfin, comment t'as vécu cet entretien ? Et je lui ai dit, moi, je suis extrêmement peiné, je lui ai parlé de mes émotions. Et là, il a été interloqué et il m'a dit je suis triste. Je suis triste de t'avoir fait du mal. Et à ce moment-là, la réparation a commencé. Enfin, on échangeait, quoi. Et en plus, c'est un de mes oncles chéris avec qui je fais de la montagne. Mais comme quoi, il suffit de communiquer à un moment donné, quoi. Ah ouais, mais tu te prends quand même une sacrée mandale. Quand tu communiques face à un système, franchement, c'est l'horreur. T'inquiète, malgré tout, on vit tous un peu ça. Bien sûr, bien sûr. Ouais.
clash des générations aussi. Vraiment. Et le moment où il m'a dit « je suis triste », je me suis dit « génial, c'est bon ». Parce qu'en vrai, moi, je vais avoir 40 ans, donc de savoir que des vieux qui ont grandi dans un Paris riche, tout en étant très malins et tout. Et d'ailleurs, en plus, socialement super engagés. Hein, j'ai envie de tirer un portrait complexe. Hein, c'est vraiment pas des réacs débiles. Non, j'ai bien compris. Ils habitent dans un endroit où la manif pour tous, donc tout le mouvement anti-gay était très fort. Et tu vois, ils étaient vent debout contre cette bêtise homophobe c'est ça, et tout, quoi. Et genre, politiquement... c'est comme ancré, quoi. Tu sais même plus trop ce que tu dis, en fait. Que ce soit sur le féminisme, sur l'homosexualité. Il y a des choses qui sortent comme ça, comme si ça avait été ancré dans ta tête, dans une petite carte, et que tu n'arrivais pas à l'enlever, même si tu y crois même peut-être plus. Mais quand même. Et puis c'est camouflé parce qu'on n'en parle pas. Non, aussi. c'est ça, voilà. Moi, ma croyance, moi, dans mon petit sac à croyances, notamment, moi, parfois, je porte du vernis. Et donc, mon oncle m'a dit, moi, je suis pas très à l'aise avec ton vernis. Et ça, il a tout à fait le droit et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'en parle pas, on peut pas avoir une conversation. Donc, j'ai pas pu. Donc, grâce à ça, j'ai pu lui dire, mais faut que tu sais pourquoi j'en mets? Il me fait non. Et hop, on a pu tisser une connexion. On a quand même conclu où il m'a dit, ouais, moi, j'aime toujours pas. Et moi, je lui ai dit, à partir de maintenant, je vais tellement en mettre. Encore plus. On a rigolé ensemble. Et je lui ai dit, la prochaine étape, je t'en mets. Oh my... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas très étonnant que tu vois, il y ait de l'homophobie dans ma famille et dans les personnes. Mais en revanche, y faire face, c'est ça qui change tout. Donc, première bascule, mettre des mots dessus. Ouais. La deuxième, c'est dans le système familial, des gens qui disent « c'est faux, il n'y a pas d'homophobie ». Et qui a effacé cet amour secret? C'est la question que je pose. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, mais j'ai envie qu'on réfléchisse. Tiens, c'est marrant quand même. Ouais. Parce que René était présenté comme un célibataire. Bah non, les gars. Et deuxièmement, René, il est mort à 68 ans. Moi, j'ai grandi, on m'avait dit, il est mort de diabète. Jusqu'à ce que je parle à une tante qui me dise « bah non, il est mort de 2 MST, de 2 hépatites. En 1989. Oh, d'où ta peur incroyable de te choper un truc, quoi. Alors, celles et ceux qui croient dans le transgénérationnel, j'avoue que là, il y a un cas d'école assez puissant. Sauf que chez les gays trentenaires comme moi, de toute façon, qui ont grandi post-sida, on a été martelés par des propos. Vous aviez la trouille, ça c'est sûr. Les propos de santé sexuelle sont uniquement sur tu vas crever et sur la jouissance et la joie, pas du tout. Donc il y a aussi peut-être un truc générationnel. Bien sûr. Et vraiment, je me souviens de cette phrase. Quelqu'un m'a dit « Ce que tu fais, Guillaume, c'est une violence faite à la famille ». Et ça m'a vraiment, ça a été très, très difficile parce que ton réflexe tribal de je veux appartenir, là moi j'étais en PLS, quoi. J'étais vraiment donc il y avait le podcasteur Guillaume qui tendait le micro, il y avait Guillaume qui était dans le coin d'une pièce en train de pleurer recroquevillé. Enfin, il y avait vraiment là aujourd'hui cette homophobie passive, elle commence à être reconnue. Déjà il y a toute la jeune génération qui m'a soutenu pour la plupart, tu vois, et qui ont dit bah ouais grave. Et ça m'a été très, tu vois, moi, je me souviens, et ça, je pense que je le dis, et c'est très important en termes de comment être un allié. L'émotion est très importante. Se connecter à l'endroit de ma peine a été l'endroit de toutes les réparations. Donc, je racontais à mon frère, hétéro, reproduction du modèle, donc pour qui, franchement, tout ce que je lui propose, l'impact dans son quotidien est pas gigantesque, quoi. Tu vois, il est un peu là, à part qu'il m'aime, peut-être, j'espère, et je le crois. Mais tu vois, à part qu'il me voit me souffrir, il est là, mais il a vraiment pris avec lui tout ça, et à un moment donné je lui ai raconté des choses très violentes et il s'est mis à pleurer, et je sais que ces larmes là ont tout changé pour moi parce que j'étais là, ok, je suis pas fou. Et là, cet été, 1 an plus tard, ma tante, dans une commémoration, mon grand-père est décédé à peu près au moment où j'ai commencé à poser des questions, c'est tout à fait lié, et c'était son frère René, et au moment où on a fait une commémoration de tous ces gens morts, elle a proposé un abécédaire, donc on disait les lettres. Et puis chacun lançait des mots pour se souvenir, pour commémorer. Il y avait des trucs positifs et plus négatifs. À la lettre H, elle a dit fort homophobe. Oh. Et tu vois, et moi, c'est pareil, ça a été un moment où en fait, au début, je me suis dit, ah non, là, qu'est-ce que j'ai fait à ma famille? On est là, du coup, j'ai cassé un truc et tout. Et en fait,
on ne peut pas me faire une place si on n'a pas compris ensemble ce que c'était l'homophobie et mis des mots pour que ça s'arrête. Parce qu'une fois qu'on a dit ça c'est non, déjà tout le monde peut dire mais ça tu veux dire quoi par exemple, c'est quoi hein? Et on sait ce qu'on doit arrêter ou ce qu'on pourrait avoir envie d'arrêter, tu vois. Et ça s'est senti profondément dans mon rapport du coup avec mon père, avec qui j'ai reparlé de mon coming out. On n'en avait pas parlé pendant 25 ans. Et mon père de me dire mais je comprends ce que tu fais. Tu vois, la validation d'un papa. Et ça a tout réparé, quoi. Parce qu'en fait, en tant que personne de près de 40 ans, moi, j'ai pas besoin... Enfin, l'enfant en moi, il a besoin de plein de trucs. Hein, il est en train de se faire réparer et tout. Mais l'adulte, il est un peu là. Moi, désolé, mais quand je fais mes choix pro-romantiques et sexuels, je pense pas à mes oncles et tantes ni à mon papa. Mais en fait, je renoue avec ma famille. Et donc, le fait que mon papa ait réfléchi et dit « Bah oui, je comprends, oui, que t'as été harcelé. » Et le fait que j'ai l'espace de lui dire « Et papa, si quand j'ai à peu près 18 ans, je te dis « Je suis gay », et que tu me dis « Oui, comme René », et que tu me dis « Ça va être plus dur pour toi », c'est que t'avais compris des choses. Ouais. Pourquoi n'en avons-nous jamais reparlé ? Est-ce que t'avais peur ? Est-ce que... Tu vois, bon, je suis en cours. Pour le moment, il m'a dit « Je ne sais pas ». Eh ben, on suivra ça sur le podcast. Parce que moi, il y a quand même, pour terminer le podcast, parce que c'est aussi ça le sujet, c'est qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir sexuellement, toi qui avais été quelque part brimé par toi-même pendant 25 ans, justement. Ouais. Depuis 1 an, je suis dans une relation ouverte avec une sexualité riche, en connexion avec moi-même. Une fois que les mots étaient posés, une fois que j'étais en sécurité, que je renouais je réparais mon petit enfant interne, déjà, j'ai beaucoup plus de temps pour faire plein d'autres trucs, hein, concrètement. J'ai plus 25 boulets. Vraiment, hein, moi, je le sens comme ça. Oui, bien sûr. Tu t'es déchargé. Ouais. Je suis vachement plus avancé sur c'est quoi mon homophobie internalisée, où est-ce qu'elle m'empêche et tout. Et donc, concrètement, je pense que la vie s'est faite pas par hasard. Je rencontre quelqu'un avec qui est beaucoup plus avancé sexuellement que moi, j'estime. En tout cas, qui a une richesse, une finesse, une intelligence qui est pas du tout à l'endroit où moi je suis. Et il m'invite, il me montre beaucoup, tu vois. Et dès le début, moi, je suis là. J'ai mis tellement de temps à avoir un espace sexuel, de kiff et tout. Genre, je te rencontre, je te trouve trop chou et tout, mais moi, une relation où juste on redevient exclusif, c'est pas possible, donc je préfère être célibataire. Et là, on dit, bah non, on fait une relation ouverte. Et en fait, il s'avère que moi, j'y suis allé sans savoir si c'était pour moi, et c'est vraiment pour moi. C'est-à-dire, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de communication pour prendre soin de l'autre, tandis que tu as des rapports sexuels avec d'autres. Ce soin-là nécessite une mise en mots, nécessite d'être en capacité de connaître ses limites, de savoir les verbaliser, de connaître ses désirs, de savoir les verbaliser, de connaître ses incompréhensions, ses doutes et ses contradictions. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment d'aller se connecter et du coup d'avoir des rapports vachement épanouis. Et là, tu n'as plus peur des maladies, c'est fini. Alors, non, je n'ai plus peur et... Hourra, j'ai eu ma première chlamydia cet été. Ah non, c'est pas vrai, c'est une blague. Si. Donc au moment où tu baisses la garde, entre guillemets. Non, pas du tout. En fait, à partir du moment où je m'investis sexuellement dans de multiples rapports et partenaires, bah en fait, j'augmente mes chances d'attraper des trucs. Bien sûr. Et mon enjeu, c'est comment je soigne ma petite plaie, quoi. Ouais. Donc soit je l'ignore, je fais pas de diagnostic, et là, on a un problème. Mais le problème, c'est pas d'avoir une IST. Non. Le problème, c'est de pas prendre soin de ma santé sexuelle et de savoir comment je me soigne. Donc, oui, d'accord. Grâce à la France, j'ai quand même envie de le dire, parce que la France aujourd'hui te rembourse ta santé sexuelle, notamment quand tu es un homme gay. Et donc, j'ai commencé à prendre la PrEP. Donc, c'est un petit comprimé, c'est de la chimie. Et c'est un petit comprimé qui t'empêche d'avoir le VIH si tu es séronégatif et si tu le prends bien. Donc sur celle-là, il y a cette action de prévention. Et si tu prends la PrEP, tu es du coup dans un système où tous les 3 mois, tu fais un diagnostic de toutes les IST avec une médecin. Moi, j'ai choisi du coup une médecin queer, lesbienne, je crois, en tout cas qui m'a parlé de sa femme. Et donc du coup, un espace de sécurité qui est très au courant de ces sujets-là. Et qui fait que, au-delà de la protection
du VIH, il y a aussi très régulièrement, tu fais des tests et tu peux choper dès que tu as quelque chose, avec aussi des professionnels qui suivent ces sujets-là. Donc en fait, moi, ma réponse, ça a été ce soin à moi. C'est-à-dire, c'est quoi ma stratégie de santé sexuelle ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tu l'as pris à l'envers. Bah ouais, mais donc du coup, j'ai eu ma première chlamydia, j'étais là, alors mon petit Guillaume, bah là on vit ton pire flip là, alors. Et c'est pour ça que, tu vois, ma médecin, donc généraliste, hein, maintenant tout ça c'est géré par les généralistes ou bien par des centres spécialisés. Ma généraliste me dit, bah ça y est, parce que j'avais jamais eu quelque chose avant, ça fait forcément combien de temps. Non, bah du coup, non, parce que ça fait quand même une grosse année que j'ai des rapports sexuels et une sexualité qui se développe grâce à la PrEP. Elle me dit, bah ça y est. Eh ben, félicitations. Et donc, j'étais là, félicitations, je comprends pas trop et tout. Mais en gros, elle parlait parce que tout le reste était parfait, et puis qu'on avait vérifié 2 autres trucs et qu'elle avait dit, bah tiens, ça, ces taux-là, ils sont très bien et tout. Elle me dit, bon, bah, je vous donne un petit truc sur la chlamydia et puis voilà. Et puis, au revoir, quoi. Et en fait, je pense que le rôle des gens qui nous entourent, à nouveau, une alliée ici dans mon chemin, tu vois, qui sait mettre le curseur au bon endroit. Sachant que c'est plutôt une médecin qui me dit, tiens, allez voir un ophtalmo, tiens, allez vérifier votre dos. Moi, je trouve qu'elle est assez... elle pousse pas mal donc, tu vois, à des diagnostics où elle est très précautionneuse. Et ça m'a aussi beaucoup aidé, ouais. Et aujourd'hui, je me sens super épanoui. Et en fait, l'épanouissement pour moi, et c'est ce que je raconte dans le podcast, c'est pas une fin en soi. C'est une capacité pour moi à être sur le bon chemin des expériences qui me conviennent et des énigmes qui m'intéressent de résoudre. Et en fait, ce qui, moi, là où je positionne toute mon énergie, c'est tous les gens qui m'envoient des messages, les gays, les queers, les hommes gays et queers qui m'envoient des messages et qui me disent « Ton podcast, il change ma vie. » D'entendre ces mots, du coup, j'ai parlé à machin, du coup, j'ai fait ça. Et ça, pour moi, c'est un doigt d'honneur. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un clin d'œil. D'ailleurs, j'ai recontacté mon premier amoureux du lycée, là. C'est un clin d'œil à toute cette homophobie que j'ai vécue et à qui on est en train de gagner, tu vois, du terrain. Guillaume, merci. Mais avec plaisir. Et bon Sexus. Bah grave. Sexus, le hors-série de 40, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Bel été les sexy people.